Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 13e épisode de Ça sera dans l'examen. On est le jeudi 10 août, jeudi 10 août. Bonne fête à ma nièce. Aujourd'hui, on va parler de la formation de l'univers, la création de l'univers. On va se poser des questions. On va se poser des questions là-dessus. On va commencer avec une vidéo de Brian Greene qui parle de qu'y avait-il avant le Big Bang. Donc, envoyer la sauce. Oups, non, pas ça. C'est celle-là. The Big Bang Theory, which is built upon the equations of classical general relativity, indicates a singularity at the origin of cosmic time. Donc, il explique que le Big Bang vient des équations de la relativité générale et puis qui dit qu'il y a une singularité. Il dit qu'il y a un temps, ce qu'on appelle le mur du temps zéro. Le mur du temps zéro, c'est le temps de Planck. However, the physical theories of general relativity and quantum mechanics as currently realized are not applicable before the Planck epoch, which is the earliest period in time in the history of the universe, and correcting this would require the development of a correct treatment of quantum gravity. Certain quantum gravity treatments imply that time itself could be an emergent property, which leads some physicists to conclude that time did not exist before the Big Bang. Donc, le temps n'aurait pas existé avant le Big Bang, avant le temps de Planck. Donc, le temps se serait propagé en même temps que l'espace. While others are open to the possibility of time preceding the Big Bang. There's nothing wrong before. We just don't have any data. I don't mind going into negative time. I have no problem with that. I don't mind resetting where the 0 point is. Time is just where you put the 0 is arbitrary. OK, là, on vient d'entendre Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, qui est un des propagandistes scientifiques, lui, il dit « Ah, moi, ça ne me dérange pas d'aller dans le temps négatif. » Puis, non, blablabla, blablabla, blablabla. Fait que voilà pour Brian Greene. Ensuite, ben tiens, on peut continuer avec... on va aller écouter Michio Kaku. Michio Kaku, je pense, c'est-tu? Ah non, tiens, on va regarder un autre petit extrait. Donc, voilà. Là, vous pouvez le voir. Donc, c'est qu'est-ce que la constante de Planck? Et puis, comment ça a transformé la physique, puis qu'est-ce que la mécanique quantique, la naissance de la mécanique quantique est basée sur la constante de Planck. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, Without hesitation, Planck conscientiously began to refute the established laws of physics. Donc, Planck a commencé à réfuter les lois de la physique telles qu'établies. He postulated a new constant, little knowing that it was a physical constant in nature, now known as Planck's constant. It describes the relationship between the energy of a photon and its frequency. Planck named the value h, as in help, in the hope of returning to and bettering the formula in the future. Donc, voilà, là, on a l'équation de Planck, l'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par, là, je vois pas très bien l'image. Bref, rubbish. C'est de la poubelle. C'est de la poubelle. Donc, on va continuer. On va continuer avec encore un petit peu de poubelle. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Là, récemment, il y a eu des découvertes grâce au télescope James Webb, le nouveau télescope James Webb. Autrefois, on avait le télescope Hubble,
qui nous permettait d'avoir une certaine vue, une certaine appréciation. Mais là, on a le radiotélescope orbital James Webb, qui est genre quelque chose comme 15 fois ou 100 fois plus puissant, je ne sais plus, là, c'est quoi mais c'est rendu bien puissant. Puis là, ils viennent de détecter quelque chose. Ils viennent de détecter quelque chose. Fait qu'on va écouter Michio Kaku, hein? Michio Kaku, un autre, un peu comme Neil deGrasse Tyson. Michio Kaku, c'est un autre espèce de propagandiste quantique là, de cette science-là. Mais on va voir sa face, on va regarder sa déconfiture. Donc, je vais vous présenter ça. Voilà. Comme ça. Donc, je pense que c'est NBC News. C'est NBC News. Ça dit que James Webb Telescope Image Shatter Understanding of the Age of the Universe. Donc, l'univers ne serait pas le Big Bang. Le Big Bang n'aurait pas eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, mais peut-être plus vieux que ça, mais bien avant ça, en fait. Donc, on va regarder comment est-ce que la constante de Planck est très, très constante, mesdames et messieurs. A lot bigger and a lot more developed than we thought. And why does that matter? Well, for one thing, it could pretty much rewrite a whole bunch of astrophysics textbooks. So, of course, we called up the legendary theoretical physicist Michio Kaku. He's the futurist who always has me dreaming of the cosmos and the author of a bunch of books that might need to be tweaked now if it turns out that the universe is older than we think. Hey, Professor, I'm thinking of some of my favorites, the God equation, physics of the future, future of humanity. Most of them say the universe is about 13 billion years old. What if it's not? Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Donc, lui, c'est un theoretical physicist. Donc, en réalité, il n'existe pas, lui. Il existe juste en théorie. Il est un theoretical physicist. Il existe juste en théorie. Mais là, il dit qu'à cause des découvertes du télescope James Webb, il va falloir réécrire les textbooks. Tu sais, donc, tout ce que lui a prêché pendant toutes ces années-là, c'est du flan. C'est du flan. Now, it takes many billions of years to create a galaxy like the Milky Way galaxy with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. There should not be primordial galaxies that are bigger than the Milky Way galaxy that are only half a billion years old. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. So there you have it. Hein? Vous avez compris, j'imagine que bon, son délire est en train de dire qu'il y a des galaxies qui sont plus grosses, donc puis qui sont beaucoup plus jeunes que, par exemple, la Voie lactée, notre galaxie. Et puis, ça ne correspond pas, ça ne devrait pas arriver. C'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris à la création de l'univers. Avant de continuer, je vais parler de 2 choses. La première chose, c'est le redshift puis le blueshift. C'est l'effet Doppler, en fait. L'effet Doppler. Donc, quand il y a une voiture qui passe, tu sais, si tu es sur le coin d'une rue, il y a une voiture qui passe, elle va faire... Puis dès qu'elle va passer devant toi, elle va faire... Pourquoi? Parce que les ondes sonores qu'elle émet, en se déplaçant, ils sont plus rapprochés devant la voiture et puis ils sont plus éloignés derrière la voiture.
Donc, la fréquence fait la fréquence réduit. Ça, c'est l'effet Doppler. Ça existe depuis, c'est connu depuis très longtemps. Edwin Hubble a dit, l'effet Doppler, il s'applique aux étoiles aussi. Donc, quand tu fais de la spectrophotographie, de la spectrométrie de masse, de la spectrométrie des étoiles, par exemple, là, on voit qu'il y a soit un redshift ou un blue shift. Le blue shift, on n'en entend jamais parler. Le blue shift, là, on n'en entend jamais parler. Fait que, par rapport à l'effet Doppler, quand la voiture se rapproche, c'est du blue shift. Et puis, dès qu'elle traverse notre point de perception, là, elle tombe dans le redshift. Donc, elle s'éloigne de nous. C'est comme ça que Edwin Hubble a décrété, en fait, que l'univers est en expansion. L'univers est en expansion à cause du redshift. Parce que la majorité de ce qu'il observait, il y avait beaucoup plus de redshift. Il y a un problème avec ça. Il y a un problème grave parce qu'il y a du bruit dans les mesures spectroscopiques. Il y a du bruit, puis il y a toutes sortes d'anomalies. C'est-à-dire que les étoiles aussi ont une couleur, puis fait que c'est difficile de soustraire la couleur de l'étoile par rapport à juste sa distance, tu sais, son éloignement. C'est en fait la direction dans laquelle elle s'en va. Fait qu'il y a probablement des étoiles qui se rapprochent de nous, puis d'autres qui s'éloignent de nous, mais ça, ceux qui se rapprochent, là, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Donc, ça, c'est un autre problème. Si vous voulez faire une petite recherche plus approfondie, ou ça va peut-être être dans l'épisode 14, ou en fait, je pense que ça va être saison 2. Je pense que je vais arrêter ça. Je vais faire des sections de 13 épisodes. Parce qu'il faut que je prenne un break à un moment donné. C'est ça. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Blue shift, red shift. OK. Bon, on sait par exemple, nous, on a une ceinture d'astéroïdes. Hein? On a une ceinture d'astéroïdes qui est très proche de nous, c'est-à-dire qui se trouve entre l'orbite de Mars et Jupiter, mais qui vient s'écraser quand on a les Perséides au mois d'août. D'ailleurs, c'est le temps en ce moment des Perséides. Aujourd'hui même, c'est-à-dire que c'est une section de la ceinture d'astéroïdes dans laquelle la Terre se rapproche. La Terre se rapproche. Et puis là, il y a des débris célestes qui tombent sur Terre, là, des petites garnottes. Là. Il n'y a rien là, il n'y a rien de très dangereux. De toute façon, même si Cérès, qui est le plus gros astéroïde, s'écrasait sur Terre, ça causerait une catastrophe, mais ça ne détruirait pas la Terre. Donc, la théorie du disque d'accrétion, on n'a jamais vu ces astéroïdes-là fusionner ensemble pour former une planète. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire de l'humanité depuis qu'on sait qu'il y a une ceinture d'astéroïdes. Puis on le sait depuis très longtemps parce que Cérès était déjà répertorié, là, tu sais, depuis 1500 quelque chose, là, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Tu sais, ça fait 500 ans, 600 ans, là, tu sais. Donc, pas de disque d'accrétion. Donc, ça ne se peut pas que le système solaire se soit formé par l'accrétion. C'est purement impossible. Donc, là, on va regarder quelque chose d'autre. J'ai d'autres choses à vous présenter qui est complètement zinzin, que ça fait quand même une dizaine d'années que je m'intéresse à ça.
C'est l'épisode 1 de Primer Fields qui a été fait par David Allen Lapointe. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la... Fait que je vais vous montrer juste des extraits parce que ça dure 53 minutes. Donc, je ne vais pas passer la journée là-dessus, mais je vous invite à aller visiter, taper The Primer Fields, Part 1, partie 2, partie 3, partie 4, en tout cas, toutes les parties. Regardez-les toutes. Regardez-les toutes. Ça va vous donner quelque chose d'assez intéressant. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est une image. C'est une forme géométrique, en fait. Les gens qui capotent sur la forme du torus, là, tu sais, du beigne, là, le torus, puis qui croient que l'univers est fait en torus, nanana, puis torus de torus, ben, vous êtes tous dans le champ. Vous êtes tous dans le champ avec votre ésotérisme de tata. Fait que, on va regarder qu'est-ce que lui a à dire. Solution to our dilemma. In fact, you are looking at that solution right now. The fields shown around the green photon are electromagnetic fields of opposite polarity, with the red field being of north magnetic orientation and the blue field being of south magnetic orientation. Donc, il dit que c'est un photon. Le champ magnétique rouge, c'est d'orientation nord, donc c'est un monopôle. C'est un monopôle. Puis le champ magnétique bleu, c'est un autre monopôle qui est de polarisation négative, de polarisation sud. Fait que nord, rouge, puis bleu, sud. Je vais l'avancer un peu. On va aller tout de suite à 5 minutes 39. Là, je n'ai pas fait de montage, donc tiens, on va regarder. Lui, il a travaillé beaucoup avec les plasmas. Tiens, on va aller ici. Voilà. Hundreds of experiments were conducted utilizing a vacuum chamber and specially constructed bowl-shaped magnetic field emitters. When 70,000 volts of electricity is applied, the plasma formations that you are now seeing appear. On va aller jusqu'à 6 minutes 15. A variety of purging gases were used in these experiments. This includes ordinary air, argon, hydrogen, and helium. OK, donc là, il vient d'expliquer qu'il y a deux monopôles, il y a deux aimants qui sont monopoles. Et puis, il a vu ça dans une chambre à vide, dans un plasma électrique, en utilisant du gaz. Il a utilisé de l'argon, de l'hélium, de l'air. Puis, il a-tu utilisé de l'hydrogène? Il le dit, là. Il vient de le dire. Fait que, réécoutez-le s'il faut. On va passer... On va le laisser finir. The spacing and orientation of the magnetic field emitters were varied in many ways as well. Donc, l'espacement, avec, tu sais, on voit ici, par exemple, ça, c'est des aimants. OK? C'est des aimants qui tiennent les monopôles. Et puis, il y a 3 aimants dans le haut de la bouteille, puis 3 aimants dans le bas de la bouteille pour pouvoir les orienter de différentes façons. Donc, les mettre en diagonale, les mettre horizontales, les mettre soit proches ou soit croches, là, ou soit alignés. Donc, voilà. On va aller maintenant à 7 minutes 50. Formation within the vacuum chamber. By adjusting the exposure settings on the camera, an X-shaped pattern is revealed between the magnetic field emitters that is amazingly similar to the shape of the red square nebula. Wow! You can even see the bowl shape of the magnetic fields in the red square nebula. Donc, on regarde la nébuleuse du Carré Rouge. La nébuleuse du Carré Rouge, ça aurait été bien populaire en 2012. On voit les champs magnétiques en forme de bol, OK, ici. Et puis, on le voit, le bol inversé dans le bas de l'image.
Donc, puis là, il va montrer une coupe de trucs. On est à combien? On était à 8 minutes 9. On peut aller jusqu'à 8:37. Fait que là, il superpose un peu les images de son plasma puis les images de la NASA. OK, je pense qu'on a passé le bout. Ensuite, on s'en va à 15 minutes. 13. OK, là, il va nous expliquer. Il va nous expliquer comment ces monopoles, ben, pas comment ils sont faits, mais un peu de quoi ça a l'air. Notice how these ordinary non-magnetized steel balls are held in place at the center or nucleus of these field emitters. OK, donc, lui, il appelle ça des field emitters, mais c'est des aimants monopoles. Et puis, il utilise des boules, des billes de non-magnétisées, c'est-à-dire c'est juste des billes de fer, des billes d'acier. Then we will take a look at the data from the sun. You will be shown how the results from the vacuum chamber experiments match the data and features of the sun. This includes super rotation about the equator and the patterns of the surface flows on the sun. We will also see the amazing confirmation of this new theory in the data from probes such as the Ulysses mission, which mapped many of the characteristics of the sun. You will even be given an entirely new theory as to the true cause of the solar cycle and an explanation of the so-called coronal heating problem. This will all be covered in detail in part 5 of this video series. Donc là, il explique que la rotation au niveau de l'équateur du Soleil est beaucoup plus rapide. Et puis, il y a une raison pour ça. Puis, on va le voir à... Ça, on est à 15:54. On s'en va à 19:07, je crois. Yep. Here we see how the plasma spins and flows. In upcoming sections of this video series, we will examine this flow in more detail and its relationship to the spokes in the rings of Saturn and the solar wind. Donc là, il parle des vents solaires et puis des anneaux de Saturne. Donc, on voit ici le plasma qui, entre les deux monopoles, fait une espèce de disque. Puis, on va le voir encore un petit peu plus clairement plus loin. Then we will take a look at how these bowl-shaped magnetic field emitters cause both magnetized and non-magnetized balls to form the amazing arrays shown here. The only thing holding these balls in position are the magnetic fields emanating from these two bowls. Donc, il explique que les seules choses qui maintiennent en place les boules magnétiques, c'est le plexiglas. Puis, il n'y a rien qui touche au bol bleu ou au bol rouge. Il n'y a rien qui touche, il n'y a pas de contact physique. Fait qu'il y a juste une espèce de planche. Puis, il met des boules qui sont non magnétisées. Could this truly be the way that atomic and molecular structures are properly explained? I believe so. Let's take a look at the forces at work in the nucleus area of these bowl-shaped magnetic fields. Shown here are ordinary non-magnetized 5mm steel balls. These bowl-shaped magnetic fields induce a magnetic field into each steel ball, which causes them to repel each other while at the same time keeping the balls structured together. So this mysterious force not only causes the steel balls to become packed tightly together, but it also keeps them apart. Then it does this while at the same time forming a geometrically balanced pattern, just as we find within atoms and molecules. Notice the vibration in all of the steel balls as each new ball is added to the nucleus area. Donc, on voit à chaque fois qu'il ajoute une nouvelle bille qu'ils vont se placer, ils vont vibrer, et puis en même temps, ils vont garder une distance, ils vont être équidistantes les unes des autres. Donc, c'est un phénomène magnétique. Un peu comme les tufts dans un plasma, puis aussi
Là, je vais vous faire une référence qui va peut-être être difficile. C'est le SAM, c'est le Structured Atomic Model de Edwin Kahl, K-A-A-L. Donc, ça, vous pouvez trouver ça facilement. Ça va être dans l'examen aussi. Je vais en parler probablement dans l'épisode 14 ou dans l'épisode 1 de la saison 2. Parce que, tu sais, il faut faire des saisons, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air que c'est bien important. What we see at work here is what I believe would truly be defined as the strong force. Lui, il décrit ça comme si c'était la force forte, l'interaction forte dans les 4 forces de l'univers en physique. On va aller un peu plus loin. Je pense qu'il y avait à 33 minutes. Oui, à 33 minutes. On continue. 29. Ah, ben tiens. Rendu ici. C'est 31. Ouais, 31, 10. On va essayer à partir de ce qu'on They were hiding right in front of us the whole time. In this image, the magnetic field lines around the typical structure of an atom. Attendez. Fait que une barre magnétique, elle va nous révéler un champ magnétique. Si tu prends une boussole, puis tu fais le tour, tu vas voir le champ magnétique d'une barre. Now we see a compass being used to reveal the magnetic field around the bowl. Regardez bien l'aiguille rouge. Shaped emitter set. Notice that the field emitted from both the bowls and the bar magnet are the same. No wonder mankind was unaware of these bowl-shaped magnetic fields. They were hiding right in front of us the whole time. Donc, il dit que la forme du champ magnétique avait rien à voir avec la barre magnétique. Elle a rapport avec ces deux bols, ces deux monopôles. In this image, the magnetic field lines around the typical structure of an atom, a star. Donc, ça, c'est la structure typique d'un atome, par exemple. Donc, on le voit, là, votre Thor, là, votre torus, là. Bon, ben, le torus, il est créé par ces deux bols-là. Là, il explique plus loin qu'ici, il y a un dôme de confinement, ça ici, cette partie-là. Puis, dans la partie bleue, c'est l'inverse. Le dôme de confinement, il est comme ça. Et puis, toutes les petites flèches, c'est des ions. Donc, tu vas avoir, ici, par exemple, tu vas avoir des ions positifs qui vont arriver, puis qui vont arriver à l'intérieur du bol, puis qui vont aller dans le dôme de confinement, puis qui vont flipper de polarité, qui vont devenir négatifs. Et puis là, tu as un flip ring. Ça ici, je pense, c'est-tu le flip ring? Je pense que c'est ça. Qui va les diriger vers le centre, vers le centre, vers le noyau, finalement, de la particule ou de la planète, ou tu sais, ça peut être... parce que ce modèle-là, il est applicable à peu près autant dans le microcosme que dans le macrocosme. Or even a galaxy are shown in magenta. But we need to remember that even though the magnetic field lines measured around matter are of this shape, it is not due to a bar-shaped magnet along the axis of the matter being measured. There are, in reality, dual bowl-shaped magnetic fields around the nucleus that cause this measured shape of magnetic field lines. Bon, là, il y a bien des images. On va skipper. On va aller un peu plus loin. On va aller voir les nébuleuses. Bon, tiens, ici. Fait que NGC 1532, qui est... C'est pas la nébuleuse du sombrero, c'est ça? Bon, c'est peut-être ça. Donc là, il va superposer son modèle, sa visualisation. Donc ça, c'est comment cette galaxie-là... non, c'est pas... Here is how we were mistaken in our understanding of the true forces at work in galactic structures. Mm-hmm. These large structures in space could not be explained by the currently accepted theory of gravity alone. Donc, il dit que la théorie de la gravité ne peut pas simplement expliquer ce genre de phénomène-là. On va aller en voir un autre. Tiens. Black holes became accepted when trying to explain these Ça, c'est
It was a Alpha totally du reasonable line of Centaure. thinking. But it was found that even using Nebuleux. black holes with incredible gravity, we could still not explain how these large structures in space are held together and function. So the next mistake that we made was to assume that some other extra matter was there to explain these large structures in space. Bon, là, il dit qu'on a décidé d'utiliser la matière noire, l'énergie noire, les trous noirs pour expliquer toutes ces affaires-là. Et puis, on n'a pas besoin de ça. Donc, tiens, on va regarder un autre. To explain this, we came up with the theory of dark energy. Comme ça que So now we have invented l'énergie 3 noire totally est apparue. unproven theories to explain what we find in the visible and known matter in space. Black holes, dark matter, and dark energy. OK. Là, ensuite, ben, tiens, ça, c'est celle-là, celle du sombrero, la galaxie du sombrero. Puis on voit le champ magnétique. OK. Oui, le hamburger de Gomez. Bizarre structures like Gomez's hamburger are now very easy to understand. Tadam! Puis c'est le fun, il y a une petite musique aussi tout le long de Primer Fields. Bon, là, il parle des astronautes. Tiens, les jets d'éjection. C'est ça. L'intérieur de la structure, c'est-à-dire le confinement dome, là, le petit dôme qui est au centre ici du bol, à un moment donné, il devient saturé d'ions d'une certaine polarité, puis quand il n'est plus capable de tenir, paf, il fait un jet d'éjection. Fait que les mass jet ejection, c'est comme ça que lui explique ça. C'est assez intéressant quand même. On voit les jets d'éjection, là. Ça, c'est en fonction probablement de l'ampérage qui a ajouté, tu sais. Puis, bon, lui, il a fait ça. Il a fait ses recherches pendant 6 ans, quelque chose comme ça. Plus que ça. Puis, ça fait... c'était au début des années 2000. Bon, là, il va nous... Vous allez voir comment c'est très amusant. Ça, c'est le côté rigolo. Magnetic ejection utilizing the CERN ball. So this one will shoot these magnets, ordinary magnets, Là, il prend des about aimants. 25 to 30 feet across the room. If I have a large room, I don't have that big a room we're working in right now. So I'm just going to show you what I'll do. So pulls it down here, and I'll just put it in through the bottom, through the hole in the bottom. A little tricky. It doesn't really want to go in there. Donc, il force l'aimant à l'intérieur du trou au fond du bol. And against it. But then you get it to where it's a balance point, where it doesn't take any energy. But once you push it past that balance point, Knowing that all matter has a magnetic component to it, you can now see how these incredibly strong bowl-shaped magnetic fields in space could accelerate matter to nearly the speed of light without requiring external electricity, black holes, dark matter, or even dark energy. Fait que voilà, il vient de dire, je vais cesser le partage, je vais vous demander d'aller le voir vous-même, de Primer Fields. Vous pouvez augmenter la vitesse de lecture parce que c'est assez lent. C'est assez lent, fait que il y a une option YouTube qui est facile à trouver pour augmenter la vitesse de lecture. Et puis, oui, c'est ça, il y a un point sur lequel je ne suis pas revenu, c'est le redshift. Le redshift. Il y a un autre astronome qui s'appelle Halton Harp, donc Halton-ARP, en 2 mots, qui lui a été interdit d'utiliser les observatoires astronomiques parce qu'il s'est rendu compte que le redshift ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des galaxies qui étaient reliées par des bras galactiques à des quasars. Des quasars, c'est des quasi-stellar objects, donc c'est des objets presque stellaires.
qui sont supposément très, très loin de nous, puis qui seraient déjà là depuis le début de l'univers. Et puis, il a observé une différence de redshift de 17 000 en valeur là, d'intensité entre le redshift d'une galaxie puis du quasar qui était accroché dessus. C'est ça, 17 000? Oui, 17 000. Fait que c'est une grosse, grosse différence. Donc, le redshift ne correspondait pas en tout. C'est-à-dire que le quasar émettait beaucoup plus de redshift que la galaxie. Donc, en tout cas, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas encore en astrophysique. Et puis c'est une bonne chose parce qu'on a des questions à se poser. Puis moi, j'essaie d'amener, puis moi, je suis un amateur, là, j'ai pas vraiment les capacités, j'ai pas fait toutes les études nécessaires pour prétendre à ce que je prétends. Tout ce que je fais, c'est démontrer sur quoi je suis tombé, puis pourquoi je remets en question le Big Bang, je remets en question beaucoup de choses. Et puis, moi, ce que je crois en réalité, je vais vous le dire, c'est mon opinion. OK? Puis prenez ça comme une opinion. Hein? Ce que je crois, c'est qu'il y a une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que l'univers est à la fois en train de se cruncher, puis est en train d'expandre en même temps. Donc, ils appellent ça le pneuma universel. C'est ce que les stoïciens grecs appelaient le pneuma universel. C'est la respiration de l'univers. Fait qu'il y a de l'expansion, il y a de la contraction, il y a de l'expansion, il y a de la contraction. C'est comme si l'univers était un cœur qui bat ou des poumons qui respirent ou les marées, tu sais, les marées qui montent, qui descendent. Tu sais. Fait que tout dans l'univers est un peu est en pulsation, en vibration. Moi, je crois que c'est ça. Puis, je trouve que l'idée d'avoir le début de l'univers, puis avoir l'histoire de l'univers, puis d'avoir la fin de l'univers, c'est très linéaire comme façon de voir les choses. Donc, voilà, c'était ma capsule sur la création de l'univers. Ça a duré... Ben, c'est ça, on est rendu à 40 minutes. Fait que c'est comme un épisode double. Hein? Fait que c'est un bonus, finalement. C'est un bonus. Vous avez 2 fois plus d'informations. Et puis c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Donc, je vous invite lundi prochain. Oui, lundi prochain, on va regarder les ley lines, les lignes telluriques planétaires pour expliquer encore la terraformation. Et puis, j'ai peut-être quelques autres surprises aussi pour vous par rapport à, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, pour pouvoir avoir, pas nécessairement comprendre, parce que je prétends pas avoir possédé la vérité, mais j'ai des raisons de penser qu'on s'est fait mentir à l'école. Donc, si vous croyez que les pyramides sont des tombeaux, ben, je vous prierai de quitter immédiatement cette vidéo. De toute façon, c'est fini. Merci. Et puis, à la prochaine. Prenez des notes, hein?